Alors actuellement on est à 25 logements. Là j'ai un propriétaire qui vient de m'appeler ce matin pour déléguer à ma conciergerie c'est 21 villas. Là je passe quasiment 1 heure, 2 heures par semaine max sur ces logements. Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, on se retrouve avec Reda pour un format un peu plus atypique. C'est un format podcast aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, Reda, c'est une personne qui a créé une conciergerie ici à Marrakech. Il possède de nombreux biens en gestion dans son business de conciergerie. Et dans ce podcast, on va voir plein de sujets divers et variés. Vraiment focus sur la conciergerie, mais aussi sur l'actualité marocaine pour bien comprendre à quel point c'est un business vraiment en plein essor ici. Il va notamment se présenter. On va aussi parler de tous les événements à venir ici, notamment la Coupe du Monde 2030. On va voir à quel point Marrakech est le nouveau Dubaï. On parlera de la réglementation ici sur place au niveau du Airbnb. On verra comment est-ce que c'est possible de piloter un business de conciergerie depuis la France alors qu'il est situé à Marrakech comme fait Reda. Et on va aussi parler de choses très intéressantes au niveau de la marge ici d'un business de conciergerie qui est bien plus conséquente que celle que peut générer ce genre de business en France. Donc là, on va commencer par te présenter. Reda, je vais te poser quelques questions et puis je te laisse nous répondre tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, notamment qu'est-ce que tu faisais avant de créer ta conciergerie? Alors merci Martin de me recevoir, c'est un plaisir. Moi déjà j'ai 23 ans. Ok. Je faisais de l'ingénierie en France. Ok. et j'ai décidé de lancer mon business de conciergerie il y a à peu près 1 an maintenant. Et j'ai décidé de le lancer à Marrakech tout en gardant ma résidence en France afin d'avoir cette liberté géographique entre les deux. Ok, et du coup, comment est-ce que t'es venu l'idée de la conciergerie? Alors l'idée de la conciergerie, elle m'est venue quand j'étais aux US parce que j'ai fait 1 année d'études aux États-Unis. Et à ce moment-là, je rencontre ce mec qui s'appelle Thomas Morey, qui lui a sa conciergerie à Baltimore aux États-Unis. Et en fait, il m'apprend tout sur la conciergerie, enfin, il m'apprend tout sur son lifestyle de conciergerie parce que le mec, il était en cours avec nous et il passait 2 heures par semaine à peu près à bosser sur sa conciergerie à côté. Il faisait les villas de luxe de Baltimore et ça lui a rapporté une grande marge, même plus que les profs. 2 fois, 3 fois, 4 fois le salaire des profs qu'on avait à l'époque. Donc voilà, c'était sa dernière année et je passais pas mal de temps avec lui. Il m'a vendu la chose en étant quelque chose d'énorme et finalement c'était le cas. Donc je me suis dit que si ça c'est un business qui marche aux États-Unis, c'est que ça doit marcher en France. Et si ça marche en France, c'est que ça marche au Maroc aussi finalement. Donc je me suis dit il faut se lancer direct. Ok, du coup, tu as considéré que ça pouvait fonctionner au Maroc, mais pourquoi est-ce que tu as choisi le Maroc? J'ai choisi le Maroc parce que de base c'était ma ville de cœur. Moi je suis né ici, j'aime bien le Maroc, j'aime bien le soleil, j'aime bien la culture ici aussi. C'est une culture d'hospitalité et le tourisme ici, le flux touristique est assez énorme, surtout au Maroc. Là on accueille la Coupe d'Afrique dans 6 mois, on accueille la Coupe du Monde dans 3 ans. Donc voilà, je savais que personnellement, culturellement et product market fit, donc marché, c'était la bonne combinaison pour. Ouais, bien sûr. Qui dit qu'il fallait se lancer, quoi. Pour s'installer du coup ici, pour se lancer ici, quoi. Ok. Et du coup, avant de lancer ton activité, est-ce que tu avais déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier ou pas du tout? Alors avant, j'ai fait à peu près comme tout le monde, j'ai à peu près fait tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est business en ligne. S'il y avait un mix de ça ne marche pas trop, plus le fait que c'est pas trop éthique et surtout que moi je voulais quelque chose, un business où il y a de la vente, de la vente physique, on apprend à vendre et des business high ticket où on vend quelque chose qui va être vendu à au moins 200, 300 euros par mois par client et pas vendre des petites commandes à 30 euros, à 20 euros. Donc Bien sûr. je voulais cette combinaison, je trouve que ce business l'apporte bien. Et sinon, j'avais une agence d'événementiel avant, donc j'avais un petit peu cet esprit entrepreneur de base. Ok, ouais, donc tu as cet esprit entrepreneur et c'est vrai que pour le coup, la conciergerie, j'aime bien le rappeler, mais c'est vraiment un business où on va aller signer des contrats avec des propriétaires, donc c'est des biens qu'on ne possède pas parce que c'est des appartements ou des maisons qui vont appartenir à des investisseurs ou à des résidences secondaires. On va récupérer les clés et comme le business model, c'est prendre 20% sur les réservations, en général, ça va équivaloir à 200, 300, même parfois plus en termes d'euros mensuels. Et comme on part sur des contrats de prestation de services sur minimum 6 mois, forcément, c'est des revenus qui vont être élevés par client et en même temps des revenus qui vont être assez récurrents. Et du coup, là, actuellement, dans ton business de conciergerie, tu as combien de biens en gestion? Alors actuellement, on est à 25 logements. Okay. On compte facilement avoir les 50 d'ici
3 jusqu'à maximum 6 prochains mois. Ok. Là, j'ai un propriétaire qui vient de m'appeler ce matin pour me léguer, pour me déléguer à la gestion à ma conciergerie. C'est 21 villas. Ok. Donc, on a rendez-vous demain soir. Incroyable. Ouais, donc, normalement, on devrait atteindre les 50 facilement. C'est le but. Mais là, on est à 25 actuellement. Ok, trop bien. Mais justement, c'est un business dans l'immobilier. Est-ce que c'est un business, quand tu te lances, il y a du capital ou pas besoin? Alors, ce qui est très très intéressant avec ce business, contrairement à ce qu'on peut s'attendre sur l'immobilier, en fait, tu n'as pas besoin de capital, ni de crédit, ni d'investissement finalement, parce que tu travailles en flux tendu. Donc, en fait, tu commences à dépenser de l'argent qu'au moment où tu reçois de l'argent. Et ces dépenses sont très très infimes, sont très négligeables par rapport à ce que tu reçois. Parce que finalement, tu commences à dépenser de l'argent le moment où tu as tes premières réservations. Donc là, à ce moment-là, tu peux payer un logiciel 10 € par mois qui va t'aider à synchroniser des messages automatiques, à avoir un calendrier propre. Mais avant, tu n'as pas vraiment de prestations à payer. Même les prestations de ménage, c'est finalement les locataires qui les paient. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Ouais. Bah, c'est vrai que la plupart des personnes, eux, ce qu'ils veulent, c'est se développer des sources de revenus qui vont les rendre indépendants. Et il n'y a rien de mieux que l'immobilier. Sauf qu'en fait, la conciergerie, malheureusement, les appartements ne nous appartiennent pas. Mais pour autant, on peut quand même récupérer des biens pour gérer, faire des revenus, cumuler ces revenus grâce à la conciergerie pour avoir une activité qui pourra lever de l'argent et du coup acheter des appartements. Et en même temps, il y a aussi cet aspect où on va développer le réseau et développer des connaissances et compétences qui nous permettent de savoir quel bien fonctionne sur quel secteur et c'est comme ça qu'on pourra derrière réinvestir. Et du coup, pour faire un focus maintenant sur justement le fait que c'est un bon moment de développer cette activité de conciergerie au Maroc, j'ai envie de faire un focus sur la Coupe du Monde en 2030 qui va arriver aussi. Et ici, la CAN. À ton avis, comment est-ce que, selon toi, jusqu'à 2030, Marrakech et le Maroc, dans la globalité, va bouger? Bah écoute, je sais pas, tu l'as vu un peu tout à l'heure quand on est sorti visiter quelques de mes logements. En fait, là actuellement, Marrakech est en train, en fait, est tout en construction. Tout sur Marrakech, tous les quartiers sont en construction. On a des immeubles qui montent, beaucoup de promoteurs immobiliers qui se mettent à construire beaucoup d'immeubles dans Marrakech, dans les alentours de Marrakech. Donc, on a plusieurs leviers actuellement qui vont faire en sorte que l'immobilier va exploser, que le flux touristique va exploser. De par le fait, bien évidemment, qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 3 ans quasiment. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive dans 6 mois, où là, ça va bombarder aussi. Il ne faut pas négliger la Coupe d'Afrique parce que c'est une grande fluctuation de gens qui se déplacent de par toute l'Afrique. Là, aujourd'hui, ces 2 derniers jours, on avait le JTEX et il y avait des embouteillages énormes dans la rue, tellement il y avait du monde. Les prix ont quasiment doublé dans les 2 jours du JTEX. De plus, il y a un Morocco Mall, donc c'est le plus grand centre commercial d'Afrique qui est en train de se construire à Marrakech, un petit peu excentré. Donc là, il y a énormément de construction à côté de Marrakech vers la route d'Agdal, etc. Donc tous ces éléments font en sorte que là, on est en train d'entrer dans une ère de Marrakech qui fait en sorte qu'on rentre quasiment dans un Dubaï, un nouveau Dubaï. De par en plus l'expatriation qui est en train d'exploser. Parce que c'est vrai qu'en plus, d'extérieur, quand on vient ici à Marrakech, on se rend compte à quel point les biens en location courte durée se louent le même prix qu'en France. Et du coup, on va se retrouver avec des biens qui peuvent générer 1 500, 2 000 € par mois, alors qu'on voit que ça se construit tellement partout et ça se vend tellement peu cher par rapport à la France que les investisseurs français peuvent se dire « moi, je vais acheter un appartement ici, ça va me coûter 50, 100 000 €, ça va me rapporter 2 000 € par mois. » Donc, ça va être des biens qui vont être à plus de 20% de rendement. Et avec l'explosion du télétravail, aujourd'hui, on peut télétravailler 4-5 jours par semaine, venir de Paris en avion, ça prend 3 heures, on s'installe dans son Airbnb, on profite du soleil, la vie est moins chère ici, l'ambiance est bonne, il fait beau. En fait, il y a tout qui fait que ici, c'est amené à exploser et à devenir un nouveau Dubaï, quoi. Exactement, et tu as parlé de propriétaires français ou étrangers même qui viennent du coup investir ici. Et il y a aussi en fait les Marocains locaux qui avaient des biens en fait en leur possession depuis longtemps, soit en héritage, soit c'était leur propre bien qu'ils ont acheté très peu cher et qui là sont en train d'exploser. Ils sont tous en train de l'exploiter sur Airbnb. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui résident à l'étranger, qui sont marocains, qui là commencent tous à vouloir revenir au Maroc pour investir parce que ça leur fait finalement un meilleur lifestyle finalement qu'en France en termes d'investissement, même en termes de fiscalité aussi. Donc voilà, c'est vraiment un marché qui finalement est bon pour à peu près beaucoup de gens. Et donc toi, si on parle d'objectifs concrets pour ton business de conciergerie horizon 2030, même si c'est dans 6 ans ou dans 5 ans du coup maintenant, ce serait quoi ta vision idéale pour ton business?
Bah écoute, simplement avoir la meilleure conciergerie au Maroc, la plus grande. Là, on est en train d'exploser sur Marrakech. On va après, on commence sur Tanger normalement dans les mois à venir. Pareil sur Casablanca et sur les autres villes, parce qu'il n'y a pas que Marrakech, on parle beaucoup de Marrakech, mais il y a Casablanca qui explose aussi, Tanger, Rabat et beaucoup d'autres villes où l'exploitation touristique est énorme et où un propriétaire peut espérer un bon 100 000 dirhams à 200 000 dirhams, même 300 000 dirhams par année. Donc, tu peux le voir directement sur AirDNA si tu cherches ces villes, ils sont déjà incroyables. Et Ardena, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel où on va pouvoir voir tous les biens qui sont présents en location courte durée sur telle ville. Et on va voir notamment le taux d'occupation du bien. On va aussi voir ce que ça va générer en moyenne chaque année pour le propriétaire. Et également le nombre de biens qui vont être présents en location courte durée. Et donc pour faire un focus, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de biens qui commencent à être mis en location parce qu'il y a beaucoup de constructions, beaucoup de résidences secondaires, etc. Mais est-ce que tu penses que toi, la demande va évoluer aussi rapidement que l'offre? Quand je parle de demande, je parle des locataires, des personnes qui veulent réserver. Oui, c'est une bonne question parce qu'on a cette peur par rapport en fait, à la demande des locataires, vu qu'on se dit que là, il y a énormément d'immeubles qui se construisent, il y a énormément de propriétaires qui viennent sur place. Bon, il n'y a toujours pas assez de conciergerie, mais il y en aura aussi. Mais du coup, on peut se dire que du coup, l'offre va être plus grande finalement que la demande et qu'il y aura moins de touristes. Mais moi, je trouve que c'est tout le contraire. Du coup, là, avec la Coupe du Monde et le reste, on n'a pas de doute là-dessus. Mais même au-delà de la Coupe du Monde, en fait, on a tous les gens qui souhaitent s'installer, revenir au Maroc. On a les MRE, les Marocains résidant à l'étranger qui souhaitent revenir et du coup qui auront plus de budget pour voyager, pour venir à Marrakech, pour faire des trips business à Casablanca. Casablanca, c'est en train d'exploser au niveau économique au Maroc, ainsi que Rabat. Là, on parle de tourist business, où là, en fait, ça va être beaucoup de gens qui réservent grâce à des conférences de leur entreprise où ils ont des conférences à assister, du coup ils vont réserver sur Casablanca. Donc pour moi l'offre elle va toujours être alignée à la demande. Et bien évidemment si ayant un Airbnb tu fais bien les choses, tu as les bons outils marketing et les bons outils pour processer ça, bien sûr tu vas te démarquer tout le temps de la concurrence. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a cet aspect tourisme, plus en même temps cet aspect pôle économique qui est en train de se développer. Et justement, on transitionne vers, entre guillemets, un nouveau Dubaï, mais ça, on en parlera juste après. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Et j'aimerais faire un focus maintenant sur le fait que tu pilotes ta conciergerie en partie depuis la France. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu fais pour gérer ta conciergerie et l'automatiser comme ça au maximum? Pour être honnête, bien évidemment, au début, je n'ai pas totalement commencé le tout depuis la France. J'étais un peu sur le terrain au début. J'ai dû un peu voir comment ça se passe ici, rencontrer des propriétaires directement. Mais oui, c'est vrai que depuis un an, je pense que j'ai passé 2-3 mois sur Marrakech avec tous les logements que j'ai eus. Au début, la stratégie, c'était l'automatisation en restant solo. Et donc, j'avais utilisé beaucoup d'outils, Bet24, Hospitable par exemple pour synchroniser les messages automatiques, le calendrier. J'utilise aussi les boîtes à clés aussi pour automatiser les check-in, check-out. Je travaille avec une agence de ménage pour tout ce qui est prestations de ménage. Donc, il y a tout cet aspect-là que j'ai automatisé pour ne pas devoir être présent dans tout le parcours du client, depuis son check-in jusqu'à son check-out. Et après, arriver à 5, 6 logements, même jusqu'à 8, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à embaucher et déléguer. Donc, j'ai commencé par embaucher un homme qu'on va appeler handyman, ou l'homme à tout faire qui va un petit peu se déplacer et qui peut être payé soit en fixe ou en pourcentage. Après, j'ai aussi embauché un assistant virtuel qui va venir répondre aux messages des voyageurs pour en fait automatiser de plus en plus, garder la même qualité, même en scalant, en ajoutant des logements pour mes propriétaires et aussi déléguer de plus pour gagner plus de temps et utiliser ce temps à bon escient pour scaler encore plus et marketer. Ça justement c'est intéressant parce qu'on l'a vu tout à l'heure en passant dans un appartement, il y avait l'aide ménagère qui était sur place qui faisait la prestation et juste après il y a la gouvernante qui est venue pour prendre les photos, pour tester la télévision, pour tester les stores, etc. Donc on voit que les process sont bien huilés. Du coup j'imagine que le fait d'avoir des process huilés, que ce soit grâce au logiciel comme aux personnes avec qui tu travailles, il doit forcément y avoir une certaine liberté depuis que tout ça c'est automatisé quoi. Oui, en effet. Au début, moi j'ai commencé en faisant tout moi-même. Je me rappelle le premier ménage, j'étais là, je suis parti chercher la femme de ménage, je lui ai montré le logement, on a fait pas mal de choses ensemble. De peu en peu, mais bien sûr il faut bosser au début, mais de peu en peu en fait j'ai rapidement fait tout délégué et là je passe quasiment 1 heure, 2 heures par semaine max, dépendamment de la saison sur ces logements. Et c'est quoi un petit peu du coup ton train de vie actuellement? Mon train de vie actuel, c'est que moi je suis quand même quelqu'un qui est très orienté business. Donc
Donc même si je fais pas que de la conciergerie, je vais avoir d'autres business à côté, notamment tout ce qui est logiciel et SaaS. Je m'intéresse aussi à l'immobilier, à accompagner d'autres gens aussi qui veulent se lancer et qui veulent faire comme moi dans par exemple le Marrakech ou même dans les autres villes voilà, ici. Mais en termes voilà, de lifestyle, je vais dire que je balance un petit peu entre la conciergerie, entre les autres business et entre le fait de voir ma famille, de voyager un petit peu aussi, un peu partout, quoi. Donc, tu es là, ton business, il tourne, il est automatisé, tu peux le piloter à distance, même tu peux au final rien faire si tu veux rien faire parce que tout est bien huilé. Mais pour autant, comme tu aimes ce que tu fais, que tu aimes le travail, t'es pas là à te reposer sur tes lauriers et tu charbonnes quand même pour avancer, quoi. Oui, j'aurais pu tout simplement en fait, me suffire de ce que je gagne. Et voilà, c'est assez suffisant en fait pour que j'aille dormir et que je sorte et je mange dans des restos et je dorme et voilà, et je regarde Netflix et je dors. Mais finalement, moi j'aime bien investir, donc je prends ce que je gagne, je le réinvestis pour faire encore plus, pour développer encore plus ce business et d'autres business. Et aussi, oui, bien évidemment, à côté, je peux aussi me reposer, avoir du temps pour moi-même que j'aurais pas pu avoir avant. Et j'ai une question que j'aimerais te poser parce que c'est vrai nous on fait des vidéos, etc. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui voient nos vidéos et parfois on échange avec certains d'entre eux qui viennent prendre des appels avec nous. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de Marocains, des Algériens, etc. Des personnes qui de base étaient dans leur pays d'origine, qui sont venus en France pour avoir un train de vie plus confortable parce que c'est vrai que les revenus ici en France sont bien mieux qu'au Maroc en moyenne. Et ces personnes-là, forcément, ce n'est pas leur pays d'origine, donc ils se sentent moins bien. Ils sont aussi plus loin de leur famille. Et parfois, quand on leur parle du fait de développer une activité de conciergerie chez eux et de pouvoir générer de l'argent, même quasiment autant que ce qu'ils génèrent en France, mais dans leur pays d'origine, ils ont vraiment des étoiles dans les yeux. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne comme ça, une personne qui aimerait retourner dans son pays d'origine pour développer sa propre activité, pour retrouver sa famille et pour en même temps apporter du travail à sa famille? Écoute, moi je pense que la priorité avant tout dans la vie, ça doit être l'état spirituel et mental dans lequel tu te sens avant tout, avant l'argent ou autre chose. Donc si quelqu'un choisit d'aller dans un autre pays uniquement par but financier, donc pour de l'argent par exemple, en fait au bout d'un moment sur le long terme ça va pas marcher et il y aura plus de la tristesse que du bonheur. Donc et là avec tous les éléments et tous les voilà, combinaisons, les circonstances au Maroc, je pense que ça a fait en sorte qu'on est dans un pays où tu peux gagner, bien évidemment, comme tu as dit, plus tout en restant dans ton pays ou tout en le pilotant à distance, en voyageant. Donc, en fait, là, on est quand même dans une ère où il y a beaucoup plus de possibilités qu'avant, où tu avais soit tu restes au Maroc et tu fais ça, soit tu pars en France et tu fais des études de ça et tu travailles dans ça. Tu fais un 8h, 18h. Là, on est dans le digital, on a de la conciergerie, on a beaucoup plus de possibilités. Donc, il faut juste tenter et faire le premier pas parce que c'est très difficile en fait au début de tenter. C'est difficile d'y croire, surtout parce que moi aussi, au début, je croyais que c'était difficile de faire des euros sans travailler chez quelqu'un. Mais en fait, faut juste se lancer et il n'est jamais trop tard de prendre un risque finalement. Ouais, c'est clair. Justement, je fais le pont sur ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer. Mais en même temps, c'est légitime parce qu'ils n'ont jamais fait ça avant. Et se lancer seul, c'est beaucoup plus compliqué que se lancer quand on est accompagné ou quand on est aidé. Et justement, nous, là, on s'en est rendu compte parce qu'avec Ryan, on aime énormément aider les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Concierge Elite et qu'on a accompagné plus de 250 personnes à développer leur activité, comme en partie toi, du coup, qui a développé ta conciergerie au Maroc. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Reda a créé un système qui permet à des personnes qui souhaitent développer une conciergerie au Maroc ou à l'étranger de développer une activité depuis la France ou depuis la gestion à distance. Et d'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé, pourquoi pas pour te renseigner pour savoir comment ça fonctionne exactement, sache qu'il y a une formation en description qui est complètement offerte que Reda a créée, qui t'explique les bases de comment est-ce que toi aussi tu peux développer une activité de conciergerie Airbnb au Maroc en 2025. Donc, il y a vraiment toutes les clés. Puis, si tu souhaites aller plus loin, encore une fois, tu pourras prendre un appel, que ce soit avec Reda ou avec une personne de son équipe, où il va t'expliquer exactement ce que peut te rapporter une conciergerie là où est-ce que tu souhaites l'implanter en faisant une étude de marché qui est complètement offerte. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et développer ton activité, Reda peut directement t'apporter tes 3 premiers clients clés en main, ce qui équivaut quand même à entre 1000 et 1200 euros de revenus
mensuel en termes de bénéfices, bah, il peut te l'apporter. Et donc, si tu veux échanger avec lui, bah, tu pourras le faire avec un grand plaisir. Et du coup, là, ça me fait justement faire un pont par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au nouveau Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le Maroc, Marrakech, c'est un nouveau Dubaï. Je l'ai entendu par toi, mais aussi par d'autres personnes en France. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Écoute, en fait, Dubaï, de base, ça a commencé quand en fait, c'est un pays qui n'était pas trop peuplé en fait, à part par des locaux. Et finalement, c'est un pays qui a pu se développer de par ses productions, de par le tourisme aussi. C'est un pays où il fait beau, où fiscalement c'est assez intéressant, où il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, on a eu un flux de gens. En fait, c'est un pays qui s'est développé très rapidement. En 10 ans, je pense que la différence de Dubaï de 2010 et maintenant, elle est énormissime. Et là, si je te mets 2 photos de Casablanca en 2010 et 2024, tu te dis que c'est incroyable. Donc imagine d'ici 2030, ça va être encore énormissime. De plus, le fait que la Coupe du Monde, qui est un des événements les plus énormissimes dans le monde, arrive dans 3 ans, je te laisse supposer comment le Maroc en fait va faire en fait économiquement pour bien emménager tout le pays, pour bien pouvoir accueillir tous les gens dans le monde pour cet événement incroyable. Donc pour moi, ça peut même dépasser Dubaï. Oui. Je suis très confiant, très confiant là-dessus. Ok, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on voit beaucoup de grosses voitures, etc. On sent qu'il y a des personnes qui viennent investir ici. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est intéressant d'investir ici pour un investisseur? Parce que c'est un marché en plein essor. Il y a de l'argent à se faire, quoi. Il y a de l'argent à faire. Écoute, un investisseur, je pense que principalement, il va plus suivre l'argent qu'autre chose. Et qu'actuellement, le Maroc, il est dans une ascension en fait, de valeur. Là, juste sur Marrakech, entre maintenant et les 6 mois et les 6 derniers mois, moi j'ai commencé ma conciergerie il y a 8 mois. Et au début, quand je demandais les prix du mètre carré ici, juste par curiosité, on me donnait un prix. Là, ça a augmenté de 40%, 50%, et ça va, je pense, continuer à augmenter comme ça. Ok, parce que justement, tu penses que ça va continuer, et peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent penser que c'est juste un buzz là qui va durer sur 1-2 ans parce qu'il y a peut-être une question de politique aussi. Pourquoi est-ce que tu penses que ça va vraiment continuer sur du long terme? Écoute, après, je pense qu'à Marrakech, que dans l'immobilier en général, c'est pas tout le temps linéaire, comme tu dis. Bien évidemment qu'il y aura peut-être des fluctuations, mais je pense que ça va pas être. Moi, je le vois pas comme un pic et après ça descend, mais je vois plus ça comme des fluctuations sinusoïdales qui finalement créent une courbe linéaire, tu vois, parce que ça va continuer à augmenter. C'est juste qu'il y aura des fluctuations parce qu'en fait, on accueille des événements qui sont énormes. On est dans un pays qui économiquement a une base solide. De par pas uniquement le tourisme comme on peut le penser sur Marrakech, mais par exemple sur Casablanca, on a des boîtes énormes qui se créent, on a des gens qui créent des produits énormes, soit au niveau informatique, au niveau industriel. Donc ce n'est pas qu'une base touristique finalement. On est en train d'assister en fait à une ascension économique énorme. Donc pour moi ça va suivre. Et des événements dont on parle, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, tout ça, c'est juste des checkpoints si tu veux durant tout le process d'ascension. Mais finalement ça va être pour moi un paradis en fait. Bien sûr. Parce que du coup c'est vrai que là on parle beaucoup justement de ce nouveau Dubaï. Ce serait quoi toi les éléments qu'il y a de mieux ici au Maroc par rapport à Dubaï? Les éléments qu'il y a de mieux ici par rapport à Dubaï, je pense personnellement je pense que Dubaï c'est énorme et que c'est un pays en fait qui va être en pleine croissance durant longtemps. On ne sait pas s'il y aura une confrontation réelle, si on peut comparer les deux en termes économiques. Mais en fait, le Maroc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs villes. Dubaï, c'est une ville dans les Émirats. Bien sûr. Donc nous, on a plusieurs villes et chaque ville a son aspect. Donc là, si tu vas sur Casa, tu auras des grands gratte-ciel en fait, tu auras des grandes entreprises internationales, tu vois. Donc économiquement, c'est fort. Rabat, c'est la ville administrative où tu as tout l'administratif, où c'est aussi fort au niveau immobilier. Après, tu as des villes qui vont être touristiques, comme par exemple Marrakech, où c'est saisonnier. Donc en fait, on a tout un conglomérat, en fait, une combinaison qui fait en fait qu'un pays est solide sur le plan économique, sur le plan touristique et même sur tous les aspects finalement. Ouais, bien sûr. En fait, là, c'est vraiment le moment où ça commence à prendre de plus en plus de l'essor, même si ça fait un certain temps. Et là, on sait que les bases sont solides, donc ça va croître.
Et c'est pour ça que toutes les activités qui vont tourner autour de l'immobilier, du tourisme, Voilà. ça va être en plein essor, sachant que la conciergerie, ce n'est pas que du tourisme, parce qu'il y a, certes, on va accueillir des personnes qui viennent passer des vacances, mais il y a des personnes aussi qui viennent passer du temps de travail, parce que nous, par exemple, on a loué un Airbnb qu'on a en gestion, et cet appartement, on y est venu 2 semaines, et c'est pas pour faire des vacances, quoi. C'est pour travailler. C'est pour bosser, on télétravaille, on a la chance de pouvoir bosser derrière un PC, grâce à la conciergerie notamment. Donc il y a aussi des personnes comme nous qui vont venir, quoi. Ouais, justement, en fait, je voulais rebondir sur ça parce qu'on pense beaucoup qu'en fait, le Airbnb, le business de la conciergerie et l'immobilier dépend uniquement du tourisme, mais il faut voir plus long terme que ça. Il faut voir l'état du pays dans 5 ans, l'état du pays dans 10 ans. Et le Maroc, c'est pas un pays qui dans 5 ans va décroître parce qu'il y aura plus le buzz de Marrakech. Non, le Maroc, c'est un pays où des investisseurs depuis tout le monde sont en train de venir s'implanter ici pour créer de grosses boîtes ici. Donc, il faut voir le long terme, les opportunités de travail qui vont être créées. Il faut voir le coût de vie qui s'élève. Les salaires, ils vont aussi s'élever en espérant que ça gentrifie pas trop et que ça descende pas trop aussi le salaire des moins riches. Donc voilà, en fait, il faut voir plus long terme qu'un simple buzz de Marrakech ou d'une coupe du monde. On va sur plus que ça finalement. Ouais, c'est clair. Et là, on va parler d'un sujet qui est un petit peu différent, mais qui est tout aussi intéressant. Et justement, ça reprend ce que tu disais par rapport au coût de la main-d'œuvre qui est moins cher. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué vraiment à Marrakech et par ta propre conciergerie. C'est qu'il va y avoir un décalage entre ce que tu vas pouvoir générer par rapport à ce que ça va te coûter. Et donc, en général, les business de conciergerie ici sont à plus grosse marge. Est-ce que tu pourrais comparer un petit peu pour que les gens puissent comprendre pourquoi est-ce qu'une conciergerie ici, c'est plus rentable en termes de marge qu'une conciergerie en France? Oui, si on parle marge, bien évidemment qu'ici, ça va être plus intéressant parce que déjà au niveau saisonnalité, je pense que dans pas mal de villes en France, j'ai l'impression qu'on a une saisonnalité assez agressive. Donc tu es très content en été parce que ça marche très bien, mettre un petit coup de down durant les autres mois et du coup ça peut être mauvais au niveau de ton cash flow du business et même au niveau de ton mental en tant qu'investisseur ou qu'entrepreneur. Au-delà de ça, on a la partie rentabilité. Moi au début j'ai commencé, j'avais pas de capital, donc entre commencer en France où je savais qu'il fallait mettre pas mal d'argent dans la création de société, où il fallait mettre pas mal d'argent pour un prestataire technique, où il fallait mettre pas mal d'argent dans la publicité, contre commencer au Maroc, voilà, le coût heureusement, malheureusement est assez rentable. Ben, je me suis vite voilà, j'ai vite choisi mon camp, j'ai vite choisi le Maroc. Donc au niveau de la rentabilité, là, on aura plus de marge qu'en France grâce à ça. Ok, ouais. Et du coup, toi, sur ta conciergerie, en termes de marge, est-ce que le fait que la main-d'œuvre soit moins chère, tu vas entre guillemets mettre des prix qui vont être plus bas, ou tu vas faire en sorte de mettre des prix qui sont quand même assez élevés pour avoir un niveau de marge qui est plus gros en termes de bénéfices? Non, parce qu'en soi, le prix du loyer, il n'est pas vraiment dépendant du coût de vie finalement ou du pouvoir d'achat au Maroc, parce que généralement, c'est pas toi qui choisis finalement le loyer, c'est vraiment le marché et le flux touristique et la demande et l'offre. Et finalement, vu qu'il y a un flux touristique quasiment énorme au Maroc, dans les principaux 5 grandes villes, ben en fait, tu peux quand même hausser les prix de nuitée. Et pour être honnête, c'est pas trop aligné avec le coût de vie en effet. Par exemple, on a mangé la shawarma tout à l'heure. C'était combien? C'était 2 euros à 2,5 euros. Ça en France, je pense c'est 7 euros minimum, si ce n'est plus. De toute façon, on le voit en termes de logement. Par exemple, celui-ci qu'on a récupéré, habituellement en location courte durée classique, il est à 1800 euros sur 2 semaines. Donc on est à 900 euros la semaine pour un appartement 3 chambres. Grosso modo, en France, on est sur un secteur au même moment, donc en avril, même si on prend sur la Côte d'Azur les secteurs les plus prisés, on va avoir des prix qui vont être similaires. On va être à 120, 130 euros par nuitée. Et les frais de ménage à la fin du séjour sur un appartement 3 chambres vont être de 10, 15, 20 euros. Alors qu'en France, ça va être de 80 euros. À quel point on voit que les frais de ménage en France sont 4 fois plus élevés parce que le coût de la main-d'œuvre est 4 fois plus élevé. Donc le niveau de marge est corrélé, quoi. Tu rentabilises de par en fait tes charges dans ton business. Tu rentabilises de par le coût de vie si tu vis au Maroc et que du coup toutes tes dépenses se font au Maroc, tout ce que tu manges, ton loyer aussi personnel. Donc en fait, il y a énormément de rentabilité à se faire, bien évidemment, si on va de ce côté-là. Puis après, si on parle aussi de rentabilité, il faut aussi penser à la fiscalité. Et plus la fiscalité est amoindrie, intéressante, plus on aura une marge aussi après impôt qui va être plus élevée. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi la marge après impôt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus au Maroc? Alors moi, étant donné que j'ai commencé par exemple en étant très très débutant, en étant
Voilà, on est en zéro capital. Moi, j'ai commencé en auto-entreprise parce que c'est gratuit ici de faire une auto-entreprise. Je pense que c'est pareil en France. Ouais. Sauf qu'ici, c'est 1%. L'imposition elle est à 1%. Ça, c'est pas trop pareil, je pense. Non. Ça, c'est 1% sur le CA. Donc là-dessus, c'est déjà encourageant parce qu'au Maroc, quand même, on est dans un pays, encore une fois, en plein essor. Donc le pays, il encourage les gens à entreprendre pour voilà, se sortir voilà, les mains des poches et faire quelque chose et augmenter aussi la croissance du pays qui est très important. C'est un but et c'est une cause aussi au fondement. Et, et donc, il diminue en fait l'imposition sur l'entrepreneuriat. Donc, une auto-entreprise, tu es imposé sur 1%. Ouais. En société, c'est 15% dans l'IS aussi. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas mal aussi. Donc, c'est beaucoup moins qu'en France au final parce que nous, forcément, on va avoir tout ce qui est charges salariales, patronales quand on va se payer. Et même sur l'auto-entreprise, c'est à 20-40%. Pour autant, ça reste quand même très intéressant, mais c'est moins intéressant qu'ici. Et à ton avis, du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour un entrepreneur français de venir se lancer au Maroc justement pour profiter de ses marges? Bien sûr, ben écoute, je pense que ça vaut le coup pour tout le monde, pas que pour un Français, pour un étranger, pour un ancien Marocain qui habitait ici, qui est parti en France, c'est clairement rentable pour tout le monde, la fiscalité. Ouais, super. Et là, on va parler d'un point qui est quand même très important aussi. Parce que nous, après avoir questionné pas mal de personnes qui souhaitent développer une activité de conciergerie, on s'est rendu compte que le point de douleur numéro 1 qui revenait quasiment à 50% du temps, c'était j'ai peur de ne pas trouver mes premiers clients. Ici au Maroc, c'est un peu différent. La plupart des personnes ont peur des réglementations locales, fiscales, etc. parce qu'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne, parce que ça peut paraître un peu flou. Comment est-ce que toi, au début, tu as géré tout ce qui était paperasse, création d'entreprise? Est-ce que ça a été compliqué? Non, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est vrai que je comprends que les gens ont pas mal de problèmes avec la réglementation parce que c'est pas aussi clair et digitalisé aussi qu'en France. La paperasse, elle va se faire plus en présentiel qu'en digital. Moi, je me suis lancé en auto-entreprise, donc je l'ai fait digitalement sur le site du gouvernement. Ouais. Si tu souhaites passer par la création d'une société, tu as juste à faire appel à un comptable ou un cabinet comptable qui vont faire les démarches pour toi. Donc là-dessus, c'est assez facile. Après, c'est plus la réglementation du Airbnb et de la location courte durée qui peut être assez spéciale. Et il faut creuser un petit peu pour avoir les bons contrats, les bons process et la bonne connaissance pour les faire. Mais une fois que tu as ça et tu te documentes facilement, tu peux te lancer tranquillement. Ouais, bien sûr. En plus, on a quelque chose à leur partager justement aux personnes qui voient ces vidéos qui seront intéressées. Donc, on en parlera un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Si ça les intéresse, ils pourront rester jusqu'au bout. Mais déjà, s'ils sont jusqu'ici, c'est vraiment un intérêt parce que c'est vrai que c'est un bon business et même l'échange, je le trouve très intéressant. Et donc, au final, la création de la structure et la réglementation ici, ça n'a pas forcément été ce qu'il y a de plus compliqué. Non, ça peut être compliqué. Je comprends que c'était plus une peur, voilà, au début, d'adaptation. Mais finalement, non, finalement, quand tu comprends la chose et que tu as les bons contrats et tout, c'est bon, c'est pas difficile. Donc là, d'une impression extérieure, au final, c'est pas plus compliqué qu'en France, quoi. Ouais, en fait, finalement, tout le business, il n'y a pas vraiment eu d'aspect très compliqué. Pour être honnête, moi, j'ai été en fait pris sous vos ailes, quoi, finalement. Donc, j'ai été guidé de A à Z. Et finalement, c'est vrai qu'il y avait des subtilités parce que vous faites en France, moi je le fais au Maroc, donc il y avait des subtilités où je devais creuser, où je devais comprendre des choses, où je devais faire des appels. Mais en fait, je pense que j'ai regroupé assez de maîtrise là-dessus et je peux dire que en fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'aspect compliqué là-dessus. L'aspect compliqué, ouais. Et ce serait quoi, toi, du coup, pour une personne qui veut développer son activité ici, qui veut créer une conciergerie et qui veut s'intéresser aux réglementations locales avant d'aller démarcher ses premiers clients, ce serait quoi les steps à suivre? Les steps à suivre, déjà, c'est de faire une petite étude de marché pour savoir quelle est la ville qu'on va choisir. On a 5 principales grandes villes au Maroc: Tanger, Essaouira, Casablanca, Marrakech, Rabat. On a d'autres aussi, mais là, c'est un petit peu les 5 plus grands. Voir aussi ce qui te plaît aussi, pas uniquement au niveau financier. Deuxième étape, ça va être un petit peu de voir la législation. Donc, est-ce que je vais passer en auto-entreprise? Est-ce que je veux commencer un peu fort, avoir de la crédibilité, passer en société? Après faire son petit site web, faire sa petite page Instagram, parce que le digital, c'est pas mal aussi en ce moment. Et là, le reste, c'est
acquisition client, donc trouver ses premiers clients, prospecter soit dans les groupes Facebook, soit dans des appels Avito, soit sur Airbnb directement. Voilà, il y a plusieurs manières. Et après, une fois que tu as tes premiers clients, en fait, le reste, c'est juste avoir les bons outils pour automatiser toute la gestion. Ouais. Et commencer à générer tes premiers revenus. C'est clair. Au final, chose promis, chose due, parce que la plupart des personnes ont justement peur de ces 3 points. Ouais. C'est réglementation locale. Comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise? Donc, on peut considérer que c'est le même point. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients? Et comment est-ce qu'on fait pour automatiser son activité? En fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que aujourd'hui, demain, je te prends l'exemple, j'aime bien cet exemple parce que tu regardes la télévision, tu veux faire de la boxe, tu vois les Jeux Olympiques de boxe, tu veux devenir champion olympique de boxe dans 4 ans. La première chose que tu vas faire, c'est t'entourer d'une personne qui va te coacher pour devenir bon sur la boxe. Et toi, ce qui est trop fort, c'est que tu n'as pas non seulement mis en place un coaching pour aider des gens à faire ce que tu as fait, mais tu as surtout mis en place des processus pour leur apporter directement des clients clés en main. Et c'est pour ça que je le répète, on arrive déjà à la fin de cette interview, mais dans le cas où est-ce que vous êtes intéressé pour développer une activité de conciergerie Airbnb au Maroc, vous allez avoir accès dans cette description à une formation qui est 100% offerte, qui a été créée par Reda, qui vous explique tout de A à Z. Mais si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez passer à l'action pour changer votre vie et développer une activité grâce à Reda en partie, parce que du coup, il peut vous apporter toutes les cartes qui lui ont permis de développer cette activité et de gagner en indépendance, il pourra vraiment vous conseiller sur la réglementation locale en appel, également sur comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients, également sur comment est-ce qu'on fait pour automatiser une conciergerie. Et si vous souhaitez aller plus loin, en fait, c'est carrément une conciergerie clé en main qui peut vous créer en vous apportant 3 clients, en vous expliquant exactement comment est-ce qu'on automatise. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avancer dans une meilleure direction, j'espère pour vous, quoi. Exactement. Merci beaucoup Reda pour ce partage, c'était vraiment cool. Merci à toi Martin. Avec plaisir. Cool. On se dit à la prochaine. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur Reda, il y aura du coup cette fameuse formation qu'il a créée offerte que vous allez pouvoir reprendre, et on mettra aussi le lien de sa chaîne YouTube. Il partagera du contenu assez régulièrement, je pense, dans les prochaines semaines pour vous apporter un maximum de valeur sur comment créer une conciergerie, puis aussi vous montrer tous ses biens, etc. qu'il a en gestion, parce que ça, c'est aussi intéressant. On aime voir du concret, et pour le coup, Reda, du concret, il en a. C'était Martin et Reda de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.